tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le dimanche 3 novembre 2013, suite de notre magazine de reportage, à commencer par le traité de Maastricht. 20 ans après ce traité qui a instauré l'euro, l'Union européenne a du mal à trouver un nouveau projet mobilisateur pour relancer une construction européenne encalminée par la crise et le rejet croissant des citoyens. Mais les défenseurs du projet restent optimistes, c'est ce que nous montrent dans ce reportage Benoît Lordereau et Raphaël Ezy. Maastricht, une petite ville hollandaise peu connue, dont le nom sonne pourtant familièrement dans l'esprit de millions d'Européens. Symbole du rêve ou de la folie de l'intégration européenne. C'est ici que le traité a été signé en 92. Les États se sont engagés à renforcer l'union économique existante pour ensuite créer la monnaie unique en 99. À cette époque, l'humeur était à l'optimisme. Regardons l'avenir. Avec l'union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale. Mais alors que le traité est entré en vigueur il y a 20 ans, la crise financière, les années de récession, l'austérité et le chômage sont passés par là. Aujourd'hui, le projet européen et l'utilité même d'une monnaie unique sont remis en question. Certains considèrent que les disparités économiques au sein de l'Union et l'état désastreux des finances dans certains pays sont les conséquences des lacunes au sein du traité de Maastricht. The hope was that monetary union would lead to closer political union. L'espoir était que l'union monétaire débouche sur une union politique et même fiscale. Mais le constat, c'est que cela n'a pas été le cas dès le début de la zone euro. Donc du coup, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est logique. Contrairement aux autres monnaies, il y a plusieurs gouvernements pour finalement une seule monnaie. Other currencies where you've got separate governments and operating under a single currency. Bien que le risque d'une fin prochaine de la monnaie unique ait quasiment disparu, la perspective d'une simple survie de l'euro représente une énorme déception par rapport aux espoirs des années 90. Mais pour les défenseurs et les signataires du traité, la zone euro a tout de même connu une forte croissance avant la crise. Et selon eux, si les règles dictées par Maastricht avaient été respectées, on n'en serait pas là. Il ne faut pas que les Européens eux-mêmes soient constamment négatifs sur eux-mêmes. Parce que c'est une tentation, à mon avis, une tentation qui est aussi liée au fait qu'après tout, on peut se servir de l'Europe comme d'un bouc émissaire. Avec l'entrée de la Lettonie comme 18e membre de la zone euro l'année prochaine et les signes de reprise économique, l'optimisme refait surface. À Bruxelles, certains voudraient trouver une nouvelle idée pour fédérer les différentes populations européennes. Mais dans un contexte d'euroscepticisme grandissant, un grand bond en avant comme celui de 93 sera difficile à faire accepter. Et puis en Égypte, l'éducation peine à se mettre au niveau, classes surpeuplées, programmes vieillots et locaux décrépits. En Égypte, les familles s'en remettent au privé, devenu un véritable système d'éducation parallèle pour pallier les insuffisances de l'école publique dans un pays à la démographie galopante. C'est ce que nous montre donc dans ce reportage Marina Abouladez, l'Égypte, l'éducation peine à se mettre au niveau. Comme chaque matin au Caire, Réham Ibrahim accompagne à l'école ses deux fils, Youssef, 7 ans, et Yassine, 5 ans. Ils fréquentent un établissement privé aux équipements ultra-modernes qui coûtent à leurs parents près de $2000 par an. J'ai mis mon fils dans une école privée parce que c'est difficile de l'envoyer dans une école publique. D'abord, ils ne s'occupent pas bien des élèves. Ils ne font pas attention à l'apprentissage des langues. Je veux un niveau d'éducation meilleur et un personnel enseignant plus qualifié. Un ordinateur par élève et un maximum de 30 élèves par classe, des conditions de travail que l'on ne trouve pas dans le système d'éducation publique égyptien. Par exemple, dans toutes nos écoles, nous avons des tableaux interactifs dans toutes les classes. Nous avons un lieu où nous formons les professeurs Ahmadi. Nous portons beaucoup d'attention à la formation des professeurs.
L'éducation gratuite était l'un des piliers des réformes socialistes de Nasser dans les années 50, mais le système s'est peu à peu dégradé, miné par la bureaucratie et la corruption. Classes surchargées et équipements obsolètes, aujourd'hui 8% des 16 millions d'élèves égyptiens fréquentent des établissements privés, creusant un peu plus le fossé qui sépare les différentes classes sociales. Une tendance que le ministre de l'Éducation espère bien inverser rapidement. Les nouvelles écoles que nous allons construire seront appelées des écoles spéciales et elles seront aussi bien, voire mieux que les écoles privées. Notre but est d'avoir deux systèmes, l'un gratuit et l'autre avec des frais d'entrée modérés, en adéquation avec les revenus de la plupart des Égyptiens. Mais le chemin est encore très long. Selon un rapport du Forum économique mondial, l'Égypte arrive dernière du classement en ce qui concerne la qualité de l'éducation primaire. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités sur Big Radio. Bonsoir.